Comprendre l'économie mondiale à travers 3 ou 4 pays et le cours du pétrole. Rien de plus, rien de moins. Cela semble très réducteur, trop peut-être. C'est pourtant l'exercice auquel s'est plié Alexandre Mirly-Courtois. Alexandre Mirly-Courtois, bonjour. Bonjour. Alors définir l'économie mondiale à travers l'étude de 3 ou 4 pays, n'est-ce pas un petit peu réducteur? C'est en tout cas beaucoup plus complexe qu'avant la chute du mur de Berlin, où l'économie mondiale tournait autour des seuls États-Unis. Le bloc de l'Est ne faisant pas partie ou marginalement de la sphère marchande. Depuis, il se dégage un tripode. Le premier ensemble, c'est celui de l'Amérique du Nord, dominé par les États-Unis. C'est, selon les derniers chiffres du FMI, un peu plus de 24% du PIB mondial. Un ensemble qui rayonne sur une zone plus vaste encore, qui intègre notamment l'Amérique centrale. Mais nous ne sommes plus au début du XXe siècle, l'Amérique ne domine plus à elle seule le monde, alors quels sont les autres ensembles? À côté de ce premier ensemble, il faut prendre en compte un deuxième bloc. C'est celui de la zone euro, mené par l'Allemagne, qui représente 18,8% du PIB mondial, auquel il faut rajouter le Royaume-Uni. Leur zone d'influence déborde sur l'ensemble de l'Union européenne, et c'est dans ce cas 25,2% du PIB mondial qui est reconstitué. Alors, Amérique du Nord, zone euro, quelle est la troisième catégorie dans ce tripode? C'est l'Asie industrialisée qui constitue notre troisième groupe. Longtemps sous la seule influence du Japon, la région est maintenant sous une double domination, sino-japonaise, une région qui pèse un peu plus de 21% du PIB mondial. Donc si j'ai bien compris, à partir de ces 3 ensembles qui pèsent pour environ les 2 tiers du PIB mondial, on peut modéliser l'économie. C'est ça, mais il faut rajouter pour être complet 2 éléments fondamentaux. Le premier, les pays producteurs de pétrole et par extension des matières premières dont l'activité est liée au tripode. On se rapproche alors des 3 quarts du PIB mondial. On a alors certes une approche simplifiée de l'économie mondiale, mais performante. Vous parliez d'un deuxième élément? Oui, il faut rajouter les jeux des multinationales. Qu'entendez-vous par jeu des multinationales? Le jeu de la mondialisation et de l'accélération des échanges. 2 séries de chiffres pour bien comprendre l'importance des multinationales. 6 000 multinationales dans les années 60, environ 85 000 aujourd'hui. Leur chiffre d'affaires dépasse les 30 000 milliards de dollars autour des années 2010, soit 50% du PIB mondial de l'époque mesuré par le FMI. Alors les deux notions, je le sais, ne sont pas immédiatement comparables, mais c'est 50% quand même, un niveau jamais atteint auparavant. Et on retrouve les pays leaders du tripode dans les nationalités de ces multinationales? Oui, parfaitement. Et cela ne surprendra personne. Mais sur les 500 premiers groupes mondiaux répertoriés par fortune, 132 sont américains. C'est plus du quart. Viennent ensuite dans le classement les 2 pays dominateurs de l'Asie industrialisée. La Chine, avec 73 unités, et le Japon, 68. Et les groupes européens, où se situent-ils? L'Allemagne et la France complètent ce top 5, avec 32 unités chacune, devant le Royaume-Uni, 26. Et si vous faites le total de ces 6 pays, vous obtenez la nationalité de près des 3 quarts des 500 premiers groupes mondiaux. Je reste étonné de la place de la Chine dans ce classement. C'est vrai, il faut apporter un bémol. Pour avoir une vision plus juste, il faudrait d'abord exclure du classement les groupes énergétiques qui sont un cas particulier. Il faudrait aussi apporter des précisions sur le type de relation qu'entretiennent les grands groupes entre eux. Foxconn a beau être un géant, c'est un sous-traitant d'Apple et de Nokia notamment. Alors pour résumer votre propos, Alexandre Mirly-Courtois, l'économie mondiale peut se résumer au tripode avec l'influence des pays producteurs de pétrole et des multinationales. N'est-ce pas un petit peu réducteur? Il faut aller plus loin en plaquant sur cette représentation géographique une vision stratégique des pays en mettant en place une grille d'analyse pour établir une typologie. Alors quels sont les éléments de la grille d'analyse? Nous en avons défini 4. La performance extérieure, le poids de la demande intérieure et sa contribution à la croissance, l'importance des multinationales dans le tissu d'entreprise, et pour finir, la place de la finance et de la stratégie fiscale. Et combien de modèles de développement, de typologie avez-vous retenu? 5. Les globalo-financiers, les mercantilistes, les rentiers, les autocentrés, et pour terminer, les économies européennes intermédiaires. Et on pourrait même intégrer une 6e catégorie, celle des paradis fiscaux. Alors, reprenons les choses par le début. La première catégorie, les globalo-financiers, qu'est-ce que vous entendez par là? Ce sont les États-Unis et le Royaume-Uni. Leur modèle repose sur la force de la finance, la surpondération de la consommation des ménages dans la formation du PIB, un business model dans lequel le poids de l'industrie s'est délité et qui entraîne des forts déséquilibres extérieurs. Vous parliez d'une deuxième catégorie, les mercantilistes. Sur quoi repose leur modèle? Sur 6 piliers. La force de l'industrie, l'accumulation d'excédents extérieurs, le haut niveau de compétitivité des entreprises, une vraie stratégie coordonnée par les autorités, l'atrophie de la demande domestique et pour terminer, une démographie généralement déclinante ou sur le point de le devenir. Mais beaucoup de pays peuvent rentrer dans cette catégorie. Oui, en effet, c'est pour ça qu'il faut distinguer les mercantilistes avancés,
comme l'Allemagne et le Japon, des mercantilistes ateliers, comme la Chine. Et les pays rentiers, comment est-ce que vous les définissez? Les pays rentiers ont en commun d'être richement dotés en ressources naturelles et d'en tirer de grands bénéfices commerciaux. Leur stratégie consiste donc à exercer leur influence sur la scène internationale pour piloter les prix. Là aussi, il faut distinguer des rentiers purs, comme les pays du Moyen-Orient, des rentiers industriels, comme la Russie ou le Brésil. On en vient à la quatrième catégorie. Oui, les pays autocentrés, comme l'Inde, qui se caractérisent par la taille et le potentiel de son marché domestique et par un déficit courant structurel. Et enfin, la cinquième. Les pays européens intermédiaires, la France, l'Italie et l'Espagne font partie d'une dernière catégorie, celle des économies européennes intermédiaires, un groupe de pays dont les économies sont en perte de vitesse et où l'industrie a été déstabilisée. Autre point commun, ils peinent à retrouver un modèle économique cohérent. Alors cette répartition des rôles à l'échelle planétaire dans l'économie mondiale, est-ce qu'elle ouvre des perspectives de croissance dans les prochaines années? Pas vraiment. Selon notre scénario, la croissance mondiale restera proche de 2,5% cette année et ne parviendra pas réellement à rebondir l'année suivante en restant bloquée à 3%. En cause, certains modèles de croissance comme les globalo-financiers et les mercantilistes qui se heurtent à leurs limites. En 2 mots, est-ce que vous pouvez définir ces limites? Pour les globalo-financiers, c'est le retour de la contrainte extérieure et le problème de financement des déficits. Pour les mercantilistes, le manque de souffle de leur demande domestique les rend trop tributaires de la demande venue d'ailleurs, une demande qui s'essouffle. Et si le système se boucle, l'équilibre atteint est un sous-équilibre. Et on perçoit mal comment à court terme, la croissance mondiale pourrait rebondir. Les business models qui arrivent à leurs limites et le manque de perspective de la croissance mondiale, je pense que nous allons en reparler très bientôt sur Xerfi Canal. Alexandre Mirly-Courtois, merci pour vos explications. Merci.